Vous regardez RTI 1, bonsoir à tous, dans les titres de ce dernier journal. Un mercredi, le Conseil des ministres, la rencontre était dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Un décret relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive a été pris. Il est en lien étroit avec les nouvelles exigences de l'UEMOA en la matière. Le Premier ministre est à Accra depuis quelques heures déjà. Dans la capitale ghanéenne, Robert Begré-Mambé va prendre part à l'inauguration du siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, une initiative mise en place en avril 2021 par le président Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Et puis, suite au décès du président du Conseil supérieur de la magistrature, plusieurs présidents d'institutions ont tenu à lui rendre hommage. Tous ceux qui l'ont côtoyé parlent d'un homme qui aura marqué de son empreinte l'histoire de la Côte d'Ivoire par son professionnalisme et surtout sa rigueur. 112 recettes de services recouvrées par des services administratifs seront désormais des recettes fiscales. La décision a fait l'objet d'une ordonnance prise ce mercredi en Conseil des ministres. Le gouvernement veut, à travers cette mesure, renforcer l'efficacité du système budgétaire. À cette décision s'ajoutent d'autres mesures arrêtées ce mercredi lors du Conseil des ministres. Les précisions de Mahama Traoré. Efficacité budgétaire oblige. Certaines ressources ou taxes captées par les démembrements de l'administration publique intègrent désormais la liste des recettes fiscales. L'ordonnance portant modification de la nature des dites recettes a été adoptée ce mercredi en Conseil des ministres, présidé par le président Alassane Ouattara. Cette mesure concerne 112 recettes de services identifiées dans les différents ministères suite à une étude commanditée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique et financier et du renforcement de l'efficacité du système budgétaire. Ces recettes ont été requalifiées de recettes fiscales parce que le gouvernement a estimé que c'était une forme de fiscalité et qu'il n'était pas question qu'elles aillent au ministère, mais plutôt directement au budget de l'État. Le décret sera publié donc au journal officiel. Vous aurez le détail donc de toutes ces recettes de services qui désormais sont considérés comme des recettes fiscales et iront donc directement dans les caisses de l'État. Plus de transparence dans les finances publiques, tout en veillant à un climat des affaires sain et propice, débarrassé des velléités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est tout le sens de ce projet de loi portant création du registre des bénéficiaires effectifs, des personnes morales et des constructions juridiques. Ce projet de loi répond à une exigence majeure de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il met en place un dispositif d'identification minutieuse des partenaires d'affaires et surtout des personnes qui, en dernier lieu, exercent un contrôle effectif sur les personnes morales, connues sous la dénomination de bénéficiaires effectifs. À cet effet, ce projet de loi prévoit, au greffe de chaque tribunal de l'ordre judiciaire, un registre des bénéficiaires des personnes morales inscrites au sein de la circonscription couverte par la juridiction. Un registre central des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques prévu au greffe du tribunal du commerce d'Abidjan regroupera toutes les données nationales en vue de s'assurer de la disponibilité en temps utile de ces informations et de garantir corrélativement la transparence et la sécurité du milieu des affaires. Le gouvernement va plus loin dans son combat contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Un autre décret pris définit les modalités de mise en œuvre des sanctions financières ciblées visant les auteurs présumés de ces actes. Ce décret détermine l'autorité compétente en matière de gel administratif de fonds et l'autorité chargée de la mise en œuvre des sanctions connexes au gel des avoirs. Il définit en outre les modalités de mise en œuvre des sanctions financières ciblées, ainsi que les voies de recours et les mesures d'assouplissement qui s'offrent aux personnes ou entités qui font l'objet de sanctions. 4 pays d'Afrique subsaharienne, dont la Côte d'Ivoire, font leur entrée dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Décision résultant de la volonté de cette institution financière multilatérale d'étendre ses opérations hors du continent européen. Le Conseil a donné son accord pour l'adhésion de notre pays à l'accord portant création de la BERD et a instruit les ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer profit des financements importants réservés aux projets structurants des pays éligibles. Devant le Conseil des ministres réunis, le président Alassane Ouattara a une fois de plus salué la mémoire du président du Conseil supérieur de la magistrature, Koné Mamadou, décédé le 8 avril dernier. Un hommage national sera rendu ce jeudi à cet illustre serviteur de l'État. Je vous le disais également en ouverture de cette édition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé est arrivé cet après-midi à Accra, dans la capitale ghanéenne. Le chef du gouvernement s'est aussitôt rendu au Jubilee House, le palais présidentiel, où il a eu des échanges avec le vice-président du Ghana, le docteur Mahamoudou Baroumia. Les deux personnalités, entourées de leurs collaborateurs, ont abordé des questions bilatérales, notamment liées au cacao. Pour le cacao, il est bon de savoir que la Côte d'Ivoire et le Ghana représentent un gisement de 63% de l'offre mondiale. Ce jeudi, Robert Begré-Mambé sera aux côtés du chef de l'État ghanéen Dankwa Nana Akufo-Addo pour l'inauguration du siège de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cet édifice témoigne non seulement de la volonté commune des deux pays d'assurer une industrie cacaoyère durable, mais également de la solidité des relations d'amitié entre le président Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Akufo-Addo. On écoute ici le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il est au micro de l'Anciné Bakayoko. Je suis venu au Ghana à la demande de son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara auprès de son ami, le président Nana Akufo. Et j'ai été reçu par le vice-président dans le cadre de la grande coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana qui tourne autour du cacao et qui consolide l'amitié entre ces deux peuples. Et nous sommes heureux d'être ici pour que demain, ce soit une occasion pour nos deux pays de lancer cette grande possibilité qui nous est offerte de consolider notre coopération en installant un siège pour l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Cela est une chance pour nos deux pays parce que grâce à cette entente, nos populations, nos valeureuses populations peuvent maintenant bénéficier de façon très notable du fruit de leurs efforts parce que nous sommes avec le Ghana un gisement de près de 63% de la production du cacao dans le monde. Toujours à Accra, une réunion d'évaluation du comité de pilotage de l'initiative Cacao s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani et son homologue ghanéen ont travaillé à l'élaboration de stratégies adaptées à la volatilité des prix du cacao. Objectif, assurer une meilleure rétribution des producteurs ghanéens et ivoiriens. On retrouve notre envoyé spécial, Lansine Bakayoko. Ce comité de pilotage de l'initiative Cacao vise à évaluer le mécanisme commun dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des producteurs pour une économie cacaoyère durable et prospère. L'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana est un exemple parmi tant d'autres qui illustre bien que nos deux pays, à travers leurs chefs d'État respectifs, peuvent surmonter de nombreux défis pour le bonheur de leur peuple et de leur nation. L'actualité du moment sur la question d'un prix rémunérateur aux producteurs face à la volatilité, du moins à la flambée des cours internationaux, démontre toute la pertinence de l'initiative Cacao. Où nous, en tant qu'initiative, nous allons nous concentrer, c'est que historiquement, nous avons vu que tout prix à la hausse, à un moment donné, va aller à la baisse. Alors pour nous, c'est de renforcer nos mécanismes pour être sûr que lorsque les prix vont cracher, un certain niveau ne sera pas atteint. Et voilà pourquoi je vous ai parlé de la question de coût de production, de coût de conformité et surtout la traçabilité qui est mise en place par les pays va être reflétée directement sur les prix au marché. D'autres points ont été abordés dans la revue du secteur cacao. Des points liés au système de vente du cacao, le différentiel de revenus décent, la durabilité ainsi que l'accès au marché
européens. Ces rencontres périodiques initiées sous l'impulsion de nos chefs d'État doivent nous permettre à terme de dynamiser la filière cacao par des approches inclusives, bénéfiques à tous et également à tous les acteurs de la chaîne de valeur et plus précisément les acteurs les plus vulnérables que sont les producteurs. Le Conseil du café et du cacao et le Cocoa Board sont à pied d'œuvre pour trouver les meilleurs systèmes pour les producteurs. Le siège de l'initiative cacao sera inauguré ce jeudi en présence du Premier ministre Robert Begremambe et du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Avant de poursuivre ce journal, je vous donne lecture du communiqué du Conseil supérieur de la magistrature. Il est porté à la connaissance des personnalités politiques, administratives et judiciaires, ainsi qu'à l'attention de l'opinion publique, que le chronogramme des obsèques du président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, est modifié en ce qui concerne la journée du jeudi 18 avril 2024, comme suit. 8h30, levée du corps à Ivosep, Trècheville. 11h30, cérémonie d'hommage de la nation sur l'esplanade de la primature. Et enfin, 13h, hommage de la famille judiciaire au siège du Conseil supérieur de la magistrature, si à Cocody, fait à Abidjan le 17 avril 2024, signé le secrétaire général Siaka Kamara. Le monde judiciaire ivoirien est donc en deuil. La disparition de l'ancien président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, a suscité une vague d'émotions dans le pays. Hommages et témoignages affluent de toutes parts, surtout de ses pairs. Les présidents d'institutions saluent la mémoire d'un homme d'exception. Un reportage de Sidonie Davila. Il restera immortel dans la mémoire de ses pairs, Kanvali Diomandé, Ouya Kofi, Ibrahim Koulibaly Cuibière et Sansan Kambilé. L'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, Mamadou Koné, magistrat hors hiérarchie, disparu à l'âge de 72 ans, était unanimement respecté pour son intégrité, sa rigueur et son attachement indéfectible à l'état de droit. Le président Koné Mamadou était un grand juriste, un homme de loi, un vrai praticien du droit. J'ai été à ses côtés à partir de 2014, sérieusement, quand je suis devenu président de la Chambre des comptes, de la Cour suprême, dont il était le président. Donc il a été mon patron. Et ce que je retiens de lui, c'est que c'est un vrai chef de famille. Le président Koné Mamadou incarnait la justice. Mamadou Koné a gravi tous les échelons de la magistrature avec une probité exemplaire selon ses magistrats. Il a occupé de hautes fonctions au sein du système judiciaire ivoirien. Pour certains parmi ces magistrats, il était bien plus qu'un collègue, un modèle. Koné Mamadou est un monument de notre appareil judiciaire. Entre Koné Mamadou et moi-même particulièrement, nous avons des rapports très étroits et suivis, parfois teintés de confidence. Il avait beaucoup d'affection pour ma personne. Et moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Tellement il était un érudit de la chose judiciaire. On en apprenait toujours avec lui. Sa disparition étant une grosse perte pour l'appareil judiciaire, mais surtout aussi pour la nation. Aujourd'hui, alors que ses pairs se rassemblent pour lui rendre un dernier hommage, les mots peinent à exprimer la profondeur de cette perte. Pour Ibrahim Koulibaly Cuibière, le président de la CEI, le ton est empreint de respect et de reconnaissance pour celui qui était son mentor, son père. Parler du président Koné Mamadou, pour moi, au passé, c'est avec beaucoup de peine. Il a été mon maître. Il a été mon papa.
Il a été mon ami, il a été mon aîné. Il a été quelqu'un que j'ai aimé intensément parce qu'il m'a éduqué dans la vie. Aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan de la vie de tous les jours. Dans les années 90, il a dit comme ça, quand je faisais ma formation de magistrat, que lui et moi, nous allons travailler ensemble. Moi-même, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'est depuis ce temps qu'il m'a fait appel auprès de lui pour travailler. Autant beaucoup d'enseignants à l'université, au niveau du droit, voulaient s'identifier à Vaudier, autant dans la magistrature, bon nombre d'acteurs de la justice voulaient bien s'identifier à Koné Mamadou. Et c'est fut un autre cas. Il faut retenir de ce monsieur la droiture, la justice, le sérieux au travail, le devoir bien accompli. C'était ça, Koné Mamadou. Sanson Kambilé est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Son amour pour le droit se consolide au contact de Mamadou Koné. J'ai connu Koné Mamadou en 1992, alors que j'étais auditeur de justice à l'École nationale d'administration, section magistrature. Et lui était notre formateur en parquet pénal et en parquet civil. J'ai été frappé par sa prestance. Il m'a tellement impressionné que j'ai cherché à connaître son parcours. L'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma carrière à Mans, c'est parce que justement Koné Mamadou avait été procureur dans la ville de Mans. C'était quelqu'un de formidable. Sanson Kambilé perd un conseiller fidèle. Avec la fougue qu'on a quand on est à ce poste, quelquefois, je dis, il fallait quelqu'un qui puisse tempérer. Et Koné Mamadou en faisait partie. Mon plus profond regret, c'est qu'il avait vraiment une ambition pour la magistrature, à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Et je perds quelqu'un, je perds un conseiller, je perds un aîné, je perds un ami, je perds un grand frère. Ce jeudi, la nation tout entière rend hommage à Mamadou Koné, l'ex-président du Conseil supérieur de la magistrature, magistrat, hors hiérarchie, échelon unique. Direction Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire va réduire sensiblement les cas de fraude sur la nationalité à travers le mariage. Sur le sujet, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Kambilé, a présenté un projet de loi au Sénat. La modification du Code de la nationalité a été autorisée à l'unanimité par la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Le reportage de Kader Sogodogo. Sur la période 2019-2022, les services judiciaires ont enregistré 9 634 demandes de nationalité ivoirienne suite à des mariages. Au même moment, les demandes ordinaires affichaient 276. Après enquête, le résultat est édifiant. Le mariage est devenu le créneau pour frauder et obtenir la nationalité ivoirienne. Pour lutter contre les faux mariages et préserver par la même occasion l'authenticité de la nationalité, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Kambilé, a soumis à la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat le projet de loi de modification portant Code de la nationalité. Dorénavant, l'étranger qui épouse un Ivoirien ne pourra pas acquérir de plein droit la nationalité ivoirienne. L'acquisition de cette nationalité par le conjoint étranger est soumise à certaines conditions essentielles, dont celle qui consiste à souscrire une déclaration à cet effet devant l'autorité compétente 5 ans à compter de la célébration du mariage. Ensuite, la preuve d'une vie en commun entre le conjoint étranger et l'Ivoirien
qui matérialise en fait l'existence du mariage et l'effectivité du mariage. Il faut dire que ce délai de 5 ans peut être amené à 3 ans en présence de 2 enfants du couple. Le projet obtient le quitus des sénateurs à l'unanimité. Le dispositif qui nous a été présenté visait à apporter une protection morale à la question du mariage, pour éviter ce qu'on pourrait appeler en guillemets des faux mariages à but d'obtenir simplement la nationalité ivoirienne. Donc d'une part, en apportant cette dimension, cette protection morale au mariage, à la question du mariage, elle permet aussi de protéger notre nationalité. Après le Sénat, le projet de modification portant code de la nationalité retourne sur la table du gouvernement pour sa mise en œuvre. À Abidjan, le conseil technique du président de la République en charge du programme Legacy était devant le CESEC. Il a présenté une communication sur un projet novateur intitulé Initiative d'Abidjan, un projet qui vise à laisser un héritage positif pour la ville d'Abidjan en un modèle de développement urbain durable. Retour sur le temps fort de cet échange avec Marie-Chantal Akandan. Le Legacy Programme ou Initiative d'Abidjan est un programme gouvernemental visant à promouvoir le développement durable dans la ville d'Abidjan. Abou Bamba, coordonnateur du programme, l'a présenté devant l'Assemblée consultative du CESEC. Une initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Hassan Ouattara, sur une volonté de transformer la trajectoire et le développement de notre pays en nous appuyant davantage sur les ressources naturelles, en tenant compte aussi de la nécessité de la résilience de notre pays vis-à-vis des changements climatiques, d'améliorer les conditions de vie de nos compatriotes vivant dans les zones rurales. Notre but et notre objectif à travers la mise en œuvre d'Abidjan Legacy, c'est de susciter des champions locaux, des jeunes Ivoiriens qui performent, sont les meilleurs producteurs d'igname, les meilleurs producteurs de piment et qui gagnent correctement leur vie. De faire augmenter le SMIC agricole là, qui est à 36 000 francs CFA à plus de 70 000 francs CFA dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire. Le coordonnateur du programme appelle à l'ouverture d'une banque d'investissement agricole nationale. La grande majorité des pays qui nous entourent, que ce soit au Ghana, Agricultural Development Bank, au Niger, la Bagri, Banque agricole, au Sénégal, la Banque de l'agriculture, au Mali, la Banque nationale de développement agricole, tous ont un outil de financement de l'agriculture et la Côte d'Ivoire ne serait restée en marge effectivement de cette dynamique-là qui existe partout en Afrique et presque dans le monde. Le président du CESEC, Eugène Akawele, a salué la qualité de cette expertise, riche en informations et en échanges. Nous avons pris l'engagement de poursuivre avec abnégation le travail déjà entamé afin de jouer pleinement notre rôle de conseil auprès du président de la République et des présidents des 2 chambres du Parlement. Il s'agit pour nous, à travers ces moments d'échange, d'avoir les outils intellectuels nécessaires à la consolidation de nos travaux afin de donner toute la justesse et la pertinence attendue de nos recommandations. En perspective, le Legacy Programme ou l'initiative d'Abidjan devrait pouvoir atteindre des résultats probants sur les projets lancés d'ici à 2030. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise sera opérationnel et ouvert à la circulation dans 3 mois. C'est l'échéance fixée par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier au terme d'une visite de chantier. 70%, c'est le taux de réalisation de l'ouvrage dans son ensemble. Un ouvrage d'un coût global de 25 milliards de francs CFA offert gratuitement par le Japon à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Léon Brou. Seulement 3 mois et ce pont aérien à 20 mètres au-dessus du sol, ouvert à la circulation. Long de 585 mètres, l'ouvrage est l'apanage d'infrastructures, de superstructures et de routes déjà réalisées dans l'ensemble à 70%. Sur le chantier à 4 mois du délai d'exécution des travaux, démarré en mars 2021, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou parcourt l'ouvrage comptant pour la deuxième partie de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, évalue la qualité des réalisations et les travaux restants, puis marque sa satisfaction. On a fini de construire le pont lui-même, il reste à mettre le goudron, le bitume, mettre les candélabres, c'est-à-dire l'éclairage, les garde-corps, et puis faire les aménagements routiers en bas. On sait qu'avec les travaux routiers qui se font au sol, actuellement, il y a beaucoup de gênes pour les usagers.
Mais nous leur demandons de prendre un peu patience parce que d'ici maximum 3 mois, tout sera derrière nous. Ce que nous voudrons simplement dire, c'est une fois de plus, au nom du gouvernement ivoirien, de remercier le gouvernement japonais. Finalité de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, fluidité de la circulation au carrefour Solibra entre les communes de Makori et Trècheville sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin. Et c'est effectif dès la livraison de l'ouvrage, assure le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ceux qui quitteront Makori pour aller à Trècheville, normalement, ne vont plus croiser ceux qui viennent de façon perpendiculaire. Par exemple, ceux qui viennent du pont de Gaulle ne les croiseront plus parce qu'ils seront plus hauts. Ceux qui vont quitter Trècheville pour aller vers Makori passeront aussi sur un ouvrage, donc ils croiseront plus ceux qui viendront par le bas. Ceux qui quittent le pont de Gaulle pour aller vers l'aéroport passeront plus haut. Donc, les seuls problèmes que nous craignons aujourd'hui, c'est sur le grand carrefour de Makori, sur le carrefour Oka et les autres carrefours après. 25 milliards, le coût de la phase 2 du projet qui porte à 3 l'ensemble des ouvrages formant l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise et à 50 milliards de francs CFA, l'investissement total du Japon dans ce don à la Côte d'Ivoire. Place à présent au journal du Massa 13. Le marché des arts et des spectacles africains Massa offre des rencontres professionnelles. Ce mercredi 17 avril, le sujet de la mobilité des artistes était au cœur des réflexions. Les démarches administratives souvent lentes, les problèmes de visa et l'absence de financement sont quelques difficultés abordées au cours des différents panels. On en parle avec Didier Nguessan. Faire connaître son art au-delà de ses frontières. La mobilité est une nécessité pour tout artiste, mais de nombreux obstacles d'ordre financier et administratif peuvent freiner cette circulation. Au marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, les promoteurs culturels échangent leurs expériences sur la mobilité des artistes. Des questions de mobilité qui ne sont pas que des problèmes de billets d'avion, mais c'est les visas, c'est la sécurité dans les voyages, ce sont aussi les conditions de voyage, ce sont les coûts, en tout cas de la mobilité d'une manière générale. Il faudrait qu'on sache que la mobilité, les événements participent de manière importante dans les PIB des nations. On sait que c'est 4% de l'économie mondiale. Dans beaucoup de pays, on voit très bien la part des événements, la part de l'action culturelle sur les commerces, sur les hôtels, sur les transports. À chaque pays, on a des artistes par chaque festival. Et comme ça, on partage la mobilité sur le transport, sur les logements, sur le cachet des artistes. Là, maintenant, on n'a pas besoin de visa pour ces pays et ça facilite. Exemption de visa, boost de la mobilité, renforcement des réseaux culturels et facilité administrative sont quelques pistes de solutions proposées par les panélistes. Pour bénéficier vraiment de la mobilité, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord accès à la formation, c'est-à-dire quelles sont les bourses de mobilité qui existent entre pays d'Afrique. Il y a très peu de fonds, mais il y en a quand même, qui permettent aux artistes de circuler. La deuxième, c'est aussi de trouver des circuits pour partager les frais entre différents festivals. Nous, on travaille avec le Burundi, on travaille avec le Congo, on travaille avec le Kenya. Donc, penser de manière plus solidaire le partage des ressources et donc le partage des spectacles. Un troisième élément qui est important pour nous à Ishio, c'est de faire tourner des spectacles dans des pays qui nous invitent et alors les inviter eux-mêmes à penser leur mobilité aussi. Les rencontres professionnelles du Massa offrent une sorte d'incubateur pour leurs projets grâce au partage d'expériences entre artistes et promoteurs culturels. Le Massa se déroule aussi dans la commune d'Abobo. Dans sa version éclatée, il offre des prestations du Zaouli et d'autres danses de Côte d'Ivoire au public. Des prestations de qualité qui ne laissent personne indifférent. En reportage, Ismaël Evradeo et Jean-Marc Djadji. Abobo, dans l'effervescence du Massa 2024. Cet après-midi au centre de l'action culturelle de la commune, les populations vibrent au rythme des pas de danse du Zaouli, masque traditionnel du peuple gouro. Et celui de Zolo de Konyari, esquisse
des pas de réjouissance venus de la région de Dengele. C'est la deuxième fois que je viens au Massa et c'est vraiment une belle expérience, ça me fait toujours plaisir. C'est la première fois que j'ai l'occasion de venir jusqu'à Abobo pour assister à des spectacles un peu comme celui-ci. Et vraiment, je suis émerveillé par le talent et l'aspect spectaculaire et traditionnel. Il n'a pas fait trop le village. Donc, il voulait voir comment ça se danse les Aouli. C'est un côté gros. Ils ont chanté, il y a dansé aussi, il y a mis le spectacle. Ici, c'est le Massa éclaté. Il s'agit pour le festival de permettre aux habitants des communes d'Abidjan de se familiariser avec le terroir. Une vision qu'épouse la municipalité d'Abobo. Autrefois, avec le Massa, il fallait se déplacer jusqu'au centre culturel pour aller voir le Massa. La Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Et donc nos cultures doivent être sues là où nous nous trouvons, par la jeunesse. Et je pense que le Massa éclaté est une très bonne chose pour la population d'Abobo. Pour le ministre-gouverneur de la région du Dengele, c'est un appel aux sources à perpétuer. On n'est pas surpris parce que nous on les connaît déjà. Et on doit tout faire pour que toute la Côte d'Ivoire puisse les connaître. Et ça c'est une tribune qui nous permet de le faire. Et nous allons le faire. Le Massa, au centre de l'action culturelle d'Abobo, se tient sur 2 jours. Outre les danses du terroir, des prestations artistiques meublent l'activité, notamment le théâtre, la poésie et le slam. L'actualité dans le reste du monde nous conduit ce soir en Tunisie, en Israël, aux Émirats arabes unis et au Japon. Une sélection signée Carmel Dia. En déplacement en Tunisie, Giorgia Meloni, première ministre italienne, a plaidé ce mercredi pour une nouvelle approche sur le dossier migratoire. Selon les statistiques italiennes, les arrivées clandestines de migrants en provenance de la Tunisie ont connu un rebond entre mi-mars et mi-avril. En Israël, l'armée a annoncé ce mercredi que 14 soldats ont été blessés grièvement près de la frontière avec le Liban dans une frappe revendiquée par le mouvement Hezbollah. Des missiles anti-chars et des drones ont été identifiés alors qu'ils traversaient la frontière depuis le territoire libanais en direction d'Israël. Ce mercredi aux Émirats arabes unis, plusieurs habitations restent privées d'électricité au lendemain d'une tempête dont les précipitations sont les plus importantes jamais enregistrées dans le pays depuis 1949. Autoroutes inondées, écoles fermées et trafic aérien perturbé et au moins un mort à Dubaï. 254 mm de pluie en une journée, l'équivalent de près de 2 ans de précipitations dans ce pays désertique. Les autorités ont annoncé la fermeture des écoles toute la semaine et les voyageurs, quant à eux, sont invités à ne pas se rendre à l'aéroport de Dubaï, sauf en cas d'absolue nécessité. Ce mercredi soir au Japon, un séisme de magnitude 6,3 est survenu dans le sud-ouest. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé dans un canal. Le porte-parole du gouvernement a exhorté la population à être vigilante face aux répliques. Et voilà, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve demain à 23h. Bonsoir.